Donc ce compteur Linky, on dit que c'est un compteur communicant. Alors qu'est-ce qu'il est différent par rapport au compteur classique? Alors les compteurs classiques, il existe encore trois. Je parle du plus ancien, qui est ce qu'on appelle le compteur noir, qui est entièrement mécanique. Donc c'est un compteur qui a presque 80 ans d'âge. Et justement, ces compteurs-là durent environ 80 ans aussi, de par leur simplicité et leur rusticité. Ensuite, on a les compteurs bleus, qui ont arrivé dans les années 70, qui permettaient effectivement la tarification creuse en pleine. Et les compteurs blancs, c'est la génération de compteurs électroniques qui sont arrivés à la fin des années 90. C'est effectivement ces compteurs-là qui sont progressivement remplacés par le compteur Linky au cours du déploiement. Alors par rapport à ces anciens compteurs, quel cas de plus le compteur Linky? Les anciens compteurs en fait nécessitent l'intervention d'un agent sur le site pour relever les index de consommation. À ceci près qu'avec les compteurs blancs électroniques, en fait, il y a ce qu'on appelle des boîtiers de télérelève qui sont si le compteur est à l'intérieur de la maison, il y a un boîtier de télérelève qu'on pose sur la façade, et ensuite, effectivement, ça met une petite onde très légère. Il y a un agent qui passe, qui active effectivement ce boîtier. Il y a une petite onde de très faible intensité qui est produite, et effectivement, il y a une communication entre les deux. Donc là, il relève directement le compteur comme ça. Avec le compteur Linky, l'idée, l'argument qui était invoqué par EDF et Enedis pour justifier ce compteur-là, c'était qu'il n'y aurait plus besoin de déplacer des agents sur place pour relever le compteur, puisque les données de consommation seraient directement transmises. Transmises effectivement par des voies de communication. Alors qu'est-ce que c'est que ces voies de communication? Simplement, pour ce qui concerne le compteur Linky lui-même, c'est ce qu'on appelle la technologie du courant porteur-ligne. Vous connaissez peut-être déjà ce que c'est que cette technologie-là sur le plan d'Internet, puisqu'en fait, c'est ce qu'on appelle des prises CPL, courant porteur-ligne, qui sont mises directement sur les prises électriques murales des habitations. On relie la box Internet par un câble Ethernet à ce prise CPL, et ensuite c'est relié à une deuxième prise CPL quelque part dans l'habitation, à partir de laquelle on peut faire d'Internet, on peut se relier à Internet, même si on n'est pas dans la pile de la box. C'est l'idée. Ça permet d'éviter la Wi-Fi. La Wi-Fi qui est aérienne. La box Internet, le CPL Internet, c'est filaire. Ça passe effectivement par les fils de l'alimentation de la maison. Alors, c'est moins pire que la Wi-Fi, mais c'est quand même pas terrible non plus. Alors, comment ça se produit? C'est simplement en fait un courant porteur-ligne. C'est une fonction d'onde qui est activée, donc par un générateur d'onde, qui va envoyer en fait un courant relativement faible sur l'alimentation électrique, sur les fils électriques des habitations. Alors, les courants d'EDF, c'est du 50 Hz, d'accord? Donc c'est du très basse fréquence. Et en fait, cette fonction d'onde du courant porteur-ligne va se superposer à ce 50 Hz. Alors, bien sûr, avec une fréquence supérieure. L'amplitude est faible, mais la fréquence est beaucoup plus élevée. Alors, pour ce qui concerne, par exemple, les box Internet, le CPL Internet, c'est des fréquences qui vont parler. Quand on parle de 1 Hz, ça veut dire un battement par seconde. C'est un courant alternatif, d'accord? Si on a un battement par seconde, ça veut dire qu'on a une sinusoïde comme ça chaque seconde. Quand on parle de 50 Hz, il y en a 50 par seconde. C'est le principe du courant alternatif par rapport au courant continu. Quand on parle de CPL Internet, on parle de millions de Hertz. Ça va de millions de Hertz. Ça va de 1 million de Hertz jusqu'à environ 100 millions de Hertz. Alors, quand je parle d'un million de Hertz, je vais parler maintenant de mégahertz. D'accord? Mégahertz, c'est 1 million de Hertz. Le courant porteur-ligne du compteur Linky, c'est au niveau des milliers de Hertz. Ça va de 30 000 Hertz à 95 000 Hertz. Et je vais parler de kilohertz. Si je parle par exemple de la téléphonie mobile, notamment la 3G, la 4G, etc., ou des fours à micro-ondes, ou de la Wi-Fi, je vais parler en milliards de Hertz. On appellera ça des gigahertz. Donc milliers de Hertz, kilohertz, millions de Hertz, mégahertz, gigahertz pour milliards de Hertz. Alors, il faut savoir que plus on monte en fréquence pour ces ondes-là, plus effectivement il y a ce qu'on appelle le problème d'échauffement.
pour une thermique. C'est pour ça que les téléphones mobiles, par exemple, si on est sur la 3G ou la 4G, qui ont des fréquences qui vont de 1 GHz à 2,5 GHz, donc des milliards de Hertz, effectivement, on a des risques d'échauffement très très importants, beaucoup plus que, par exemple, si on est sur des fréquences de radioamateurs, par exemple, qui sont de l'ordre de quelques millions de Hertz. Plus on monte en fréquence, plus il y a des échauffements. L'aspect thermique est à considérer. C'est le principe du micro-ondes, l'agitation thermique par la température et la fréquence. C'est le principe des radars de l'armée, par exemple, aussi. Alors, donc, les fréquences des courants porte-ligne ne sont pas très élevées pour le compteur Linky. On est dans ce qu'on appelle la bande électrique du Sénélec A. Le Sénélec A, ce sont des bandes énormes dans lesquelles on a le droit effectivement d'émettre dans certaines conditions. Et là, ce courant porte-ligne de compteur Linky donc, émet à la bande du Sénélec A entre 30 kHz et 95 kHz. Alors, il va émettre en fait dans ce courant porte-ligne dans les fils d'habitation et aussi à l'extérieur de l'habitation, vers le réseau électrique basse tension d'EDF, d'Enedis, géré par Enedis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors, le compteur lui-même va se comporter en termes de comptage de la consommation comme un compteur ordinaire, c'est-à-dire qu'il va effectivement il y a un système qui lui permet d'enregistrer des données de consommation, que ce soit la puissance, l'intensité, etc., et la valeur qui va se cumuler au fur et à mesure du temps. Et le courant porte-ligne va servir en fait à transmettre cette information-là, qui est enregistrée par le compteur, vers le centre de traitement d'EDF ou d'Enedis, qui est à distance, bien sûr. De quelle façon? C'est grâce, le courant porte-ligne va circuler de l'habitation vers, en fait, un concentrateur, on appelle ça. Qu'est-ce que c'est qu'un concentrateur? C'est en fait un coffret qui va se trouver dans les zones urbaines, au niveau des transformateurs de quartier. Dans les zones rurales, c'est en général un boîtier qui va se mettre sur un poteau, d'accord, avec une petite antenne. Voilà, tout à fait. Voilà. Et il va en fait, dans ce concentrateur, il y aura un micro-ordinateur, il y aura une petite antenne relais, il y aura une carte SIM de téléphonie mobile, et les données de tous les compteurs qui vont arriver vers ce concentrateur seront ensuite réémises par cette antenne de téléphonie mobile vers l'antenne relais le plus proche d'Orange, parce qu'en fait, Enedis a un contrat avec Orange pour acheminer ces données-là. Donc, et ensuite, ça partira depuis l'antenne relais la plus proche vers le centre de traitement d'Enedis par les autres téléphones mobiles d'Orange. Alors, la fréquence que l'utiliser pour transmettre des données du concentrateur vers les centres de traitement, c'est environ 900 MHz. 900 millions de Hz. On appelle c'est la fréquence du réseau 2G, le réseau qui est du début des années 2000 de téléphonie mobile. Voilà. Donc, pour résumer, on part d'un compteur Linky dans une habitation. Le courant porte-ligne achemine des informations de ce compteur vers le concentrateur, qui lui-même envoie par réseau, cette fois-ci par fréquence aérienne, donc comme un téléphone, vers l'antenne relais la plus proche, et qui transmet ensuite vers le centre de traitement d'Enedis. Alors, le problème, déjà, c'est que d'une part, on a affaire à un courant porteur-ligne qui circule dans des câbles d'alimentation. Alors, vous me direz, c'est pas aérien, donc c'est peut-être pas dangereux. Je ne dis pas non. Mais cela étant, il faut savoir aussi que les fils électriques, les câbles électriques en France ne sont pas blindés. Alors, ils ne sont pas blindés, et il faut savoir aussi, d'une part, ils ne sont pas blindés, mais en plus, ils ne sont pas non plus conçus conceptuellement pour acheminer des courants de fréquence supérieure à 1000 Hz, 1 kHz. On s'est rendu compte en termes de recherche et d'expérimentation qu'au-delà de cette fréquence-là, si effectivement on a un courant porteur-ligne qui circule dans les fils qui dépasse les 1000 Hz, et c'est le cas pour le courant porteur-ligne du compteur Linky, en fait, les câbles électriques vont se comporter comme des antennes rayonnantes et amplificatrices du signal. Et plus la fréquence sera élevée, plus ça va être amplifié. Alors, c'est valable pour les box Internet, pour les CPL Internet, qui a encore de plus haute fréquence, mais c'est valable pour ce compteur Linky, sachant que le compteur Linky émet une onde courant porteur-ligne, une puissance d'environ 2 watts. Alors ça ne paraît pas beaucoup comme ça en termes purement électriques, mais par contre, quand on parle de radiofréquence et d'électronique, c'est extrêmement puissant.
Par exemple, le courant porteur ligne des box Internet, c'est environ 100 milliwatts, pas plus. Donc ça veut dire que nous, avec OneLinky, on est dans des valeurs qui sont 20 fois supérieures en termes d'irradiation. Et ce qu'il y a aussi, ce sont des fréquences pulsées. C'est-à-dire que ce n'est pas envoyé de façon en flot continu, c'est par saccade. Donc en fait, on a des pics de puissance très élevés qui sont envoyés comme ça par saccade. Et au niveau sanitaire, c'est le pire. Et toutes les ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile aérienne ou bien du courant porteur de Linky sont des ondes pulsées. Donc effectivement, on va dire, elles ne sont pas anodines. Hein. Alors, les pouvoirs publics et les industriels, justement, qui font la promotion de ce système-là, cette technologie, disent mais c'est pas grand-chose, c'est presque rien. On a fait des mesures, effectivement, il y a eu des mesures qui ont été faites, mais dans quelles conditions, avec quel protocole d'expérimentation, ça c'est... Je dirais presque que c'est du domaine du lamentable, parce qu'en fait, ils ont fait des mesures notamment, c'est l'Agence nationale des fréquences qui a fait ça, ils ont fait des mesures sur un compteur Linky lui-même, mais jamais sur les câbles d'alimentation. Le compteur Linky, on s'en fout quelque part, c'est pas lui qui est gênant, c'est les câbles électriques qui sont alimentés par ce courant porteur ligne, c'est eux qui vont rayonner. Le compteur Linky ne rayonne pas. Il fait simplement que générer cette fonction d'onde, c'est tout. Ils ont mesuré que ça, dans un bâtiment complètement isolé, avec des câbles blindés partout. On appelle ça en science une chambre anéchoïque, c'est-à-dire effectivement tout est filtré. Hein. Ils ont dit il n'y a rien, il n'y a quasiment rien. Il y a presque, en termes de champ électromagnétique, il y a peut-être 0,1 volt par mètre, ce qui effectivement n'est pas beaucoup. Bon. Après, il y a quand même d'autres études qui ont été faites un peu plus sérieuses. Notamment, c'est le conseil scientifique et technique du bâtiment qui a fait ça il y a environ 1 an. Et là, ils ont été un peu plus loin, ils sont allés jusqu'effectivement à mesurer dans des habitations, in situ, et donc à des distances qui vont de 50 cm à 2 mètres des murs, donc effectivement dans lesquels circulent les câbles électriques. Et là, ils se sont rendus compte qu'en permanence, il y avait environ 1 volt par mètre. Alors c'est pareil, on va dire, enfin c'est pas beaucoup, effectivement, c'est pas beaucoup, mais par contre c'est permanent. C'est 24 heures sur 24. C'est permanent. Il y a l'aspect aussi mutualisation. Il faut rajouter ça aux gens qui ont la Wi-Fi chez eux, qui ont leur téléphone mobile, qui ont des écrans d'ordinateur partout. Il y a aussi à côté dehors les antennes relais qui propulsent de la 2G, de la 3G, de la 4G. Donc ça fait un espèce d'électrosmog. Hein. Or le Conseil de l'Europe et l'OMS, ils ont quand même conseillé une exposition d'un champ électromagnétique pour une durée n'excédant pas 4 heures, ne devront pas dépasser 0,6 volts par mètre. Or, le compteur Linky, dans les fils électriques, c'est 1 volt par mètre déjà, donc on dépasse. Et en plus, c'est permanent. Et le Conseil de l'Europe a dit, si c'est une exposition permanente, il ne faudrait pas dépasser 0,06 volts. Donc on est bien rendu compte. Hein. Alors, bien évidemment, dans la plupart des cas, on ne va pas se retrouver avec des situations où en fait les gens vont instantanément, dès que le compteur est posé, ça y est, ils vont péter des câbles, ils vont être malades, etc. Bien sûr que non. Malheureusement, les pouvoirs publics, quand ils veulent, constater et diagnostiquer ce qu'on appelle de l'électrosensibilité, ils se basent que sur ces critères-là. Il faut que dès qu'on est en présence d'un champ électromagnétique pathogène, tout de suite, ça y est, on déjante. C'est pas ça. Il y a un effet cumulatif. Oui. C'est-à-dire que c'est dans le temps qu'on finit par générer des symptômes. C'est dans le temps, ça peut être au bout d'une semaine, 1 mois, 1 an, 10 ans. Moi, j'ai suis devenu électrosensible au bout de 20 ans, à cause de mon travail, parce que je travaillais au dispatching à Toulouse, et donc on est sur le toit, comme on recevait des informations un peu partout dans le quart de la France, de tous les postes électriques, ou des centrales, etc., on émettait aussi de l'information. Et donc ça passait par des paraboles, par des radars, par une antenne relais qui partait dans la nature. Et donc j'étais juste en dessous pendant 20 ans. Voilà. On finit par devenir, c'est pathogène. Enfin, c'est pas de la même façon pour tout le monde en plus. C'est pour ça que c'est quelque chose de très très subtil, parce que tous les gens ne développent pas les mêmes symptômes. Il y en a qui font une insomnie, d'autres qui ont fait une dépression, d'autres qui vont avoir un cancer. Enfin, c'est extrêmement différent selon les personnes. Hein. C'est le processus physiologique qui peut déclencher des symptômes le reste de la c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est-à-dire ça va en fait générer au niveau de l'hypothalamus ce qu'on appelle un stress oxydatif, c'est-à-dire ça va oxyder le sang, le système lymphatique, enfin une grande partie de l'organisme. En général, ça va commencer par faire des dégâts au niveau du système digestif. Ça va notamment le rendre perméable à la barrière intestinale. Donc les toxines qui étaient dans la barrière intestinale, enfin dans le système digestif,
pourront passer par la barrière intestinale, iront dans le sang, donc ils iront irriguer effectivement l'ensemble de l'organisme. Peut-être pourront aussi passer par la barrière hémato-encéphalique, donc avoir des effets effectivement au niveau du cerveau. Alors c'est justement là que ça devient inquiétant, parce qu'en fait, on s'est rendu compte maintenant, il y a des gens comme le professeur Belbon et Luc Montagnier qui ont bien, comment dire, décrit ce phénomène, c'est que les ondes électromagnétiques, quand on y est exposé, même si ça a des faibles valeurs, ça participe à l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Ça veut dire que le cerveau n'est plus protégé des substances toxiques qu'il y a dans le sang. C'est plus filtré. Et c'est là qu'on peut arriver effectivement à générer des inflammations auto-immunes, ça peut être la sclérose en plaques, ça peut être le Parkinson, Alzheimer, etc. Enfin, tout un tas de choses. Voilà. Mais ça, comment le prouver dans un monde actuel, comment dire, qui est saturé de raisons de pollution environnementale, de pesticides, d'eau polluée, de mauvaise nourriture, les ondes en plus. Il y a tellement de facteurs effectivement qui génèrent de mauvaise santé que les industriels qui font la promotion de ces systèmes-là, technologiques, ils ont beau jeu de dire, vous ne pourrez jamais arriver à prouver que c'est à cause des ondes que vous êtes malade. Il y a tellement d'autres facteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle des cofacteurs. D'accord, voilà. C'est des cofacteurs. Alors, tout ça pour en venir au fait de notre contour Linky, donc, qui émet effectivement pas beaucoup en termes de champ électromagnétique, mais permanente, de façon permanente. Et l'autre, comment dire, aberration, c'est que pour compter des consommations, en fait, il suffirait simplement que le courant porteur ligne circule depuis le compteur vers le concentrateur. Mais ça n'a aucun intérêt à le faire circuler dans la maison, puisque ce n'est pas dans la maison qu'on compte. C'est à l'entrée du compteur que les consommations sont mesurées. D'accord ? Donc dans la maison, on n'aurait pas besoin de courant porteur ligne. Ici, effectivement, on n'en avait pas besoin, ce serait bien mieux pour la santé. On n'aurait plus cette pollution électromagnétique qui, rien de plus, ça s'arrêterait au niveau des compteurs. Alors, les concepteurs ont dit, mais de toute façon, effectivement, il faudrait installer des filtres. Alors, ce qu'on appelle des filtres passe-basse, c'est-à-dire des filtres qui vont filtrer toutes les fréquences qui vont être supérieures, par exemple, à une valeur de 1 kHz, 1 000 Hz. On ne laisse pas passer dans les fréquences du compteur Linky, enfin du Linky, le CPL ne passerait pas. Mais le problème, c'est que dans le compteur, il n'y a pas la place. Puis le filtre, ça coûte cher. Évidemment, ça coûte cher, bien sûr. Parce qu'un compteur, le coût du revient d'un compteur, c'est environ 300 €, et un filtre, il faut compter au moins 150 € en plus. Quoi. Voilà. Donc, c'est un peu volume. Mais c'est surtout que ça va leur servir beaucoup. Parce que ça va. Dans le compteur Linky, en fait, pour l'instant, il y a deux générations qui se coexistent. Il y a ce qu'on appelle la génération G1, première génération, qui a commencé à être déployée en 2016. Et en 2017, c'est la génération G3. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux générations? C'est que la première, en fait, émet deux fréquences. C'est-à-dire, c'est la fréquence, c'est 0 ou c'est 1, c'est l'informatique. Le 0, c'est pour 63 000 volts, 63 000 Hz, pardon. Et le 1, c'est pour 74 000, d'accord, de fréquences. Par contre, le G3 émet sur une bande de fréquences qui va de 30 000 Hz à 95 000 Hz, sur 36 porteuses qui sont activées en permanence. Alors non seulement par rapport au compteur G1, on n'avait que 2 porteuses, cette fois-ci on passe à 36, avec en plus des largeurs de bande pour chaque porteuse qui sont un peu plus élargies. Donc comme ça couvre un peu plus, et on peut considérer que la plage de fréquence de 30 000 Hz à 95 000 Hz, elle est complètement couverte. C'est quoi des porteuses? Je ne vois pas ce que c'est des porteuses. La porteuse, c'est là en fait, c'est l'onde qui va porter le courant porteur ligne. C'est la fréquence, hein. C'est la fréquence. C'est un peu compliqué. 36, il y en aura 36. Alors en plus, c'est comme en téléphonie mobile, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la fréquence qui est envoyée, d'accord, la porteuse qui a traduit sur une certaine fréquence. Mais pour arriver à la rendre plus puissante et plus efficace, par exemple, il y a une fréquence qui va être de 30 000 Hz, mais elle va pas comment dire, diffuser uniquement sur cette fréquence de 30 000 Hz. Elle va en fait diffuser sur une bande autour de 30 000 Hz. Elle va par exemple diffuser entre 29 000 Hz et 31 000 Hz. Plus la bande est large, plus la diffusion est importante. Et plus c'est comment dire, au niveau impact électromagnétique, c'est pathogène aussi. Toujours pareil. Et c'est la différence entre la 3G et la 4G. Par exemple, la 3G diffuse sur des porteuses avec des bandes assez faibles, assez étroites. La 4G, c'est des porteuses avec des bandes énormes. Donc c'est très dangereux la 4G par rapport à la 3G. Et puis il y a encore d'autres... Bon, c'est pas le sujet du soir. D'autre part, un compteur Linky équipé de la génération du système G1
une distance, comment dire, d'efficacité dans l'émission de son signal d'environ 300 mètres, alors qu'un Linky G3, c'est 2 km. Hein, c'est pas la même chose. Hein. Alors la différence entre le G1 et le G3 aussi, c'est qu'en fait, le G3, je vais être un peu technique et je vais expliciter, intègre ce qu'on appelle le Internet Protocol V6, IPv6 pour les informaticiens. Alors par analogie, quand on fait de l'Internet sur un ordinateur, on a le protocole IPv4. C'est la transmission des données en fait. Hein. La transmission des données sur les câbles d'Internet. Le IPv6 par rapport au V4 permet à un signal, donc le CPL du compteur Linky G3, de communiquer et de dialoguer avec les objets connectés de la maison pour peu qu'ils soient raccordés électriquement. Donc il faut savoir quand même que depuis 4 ou 5 ans, la plupart des appareils ménagers ou IFI qui intègrent de l'électronique dessus, c'est les machines à laver, c'est les frigos, c'est les télévisions, ordinateurs, ont des puces RFID. Donc c'est des puces de radiofréquence en fait, qui peuvent être activées à distance et de façon à pouvoir envoyer ou recevoir l'information, voire effectivement être commandées à distance, tout simplement. Ça existe, notamment sur les télés, notamment sur la marque Samsung. Mais pratiquement tous les objets électroménagers qui ont moins de 5 ans, ils ont systématiquement ce système-là. Hein. Eux sont connectés. Donc ce système, ça intéresse beaucoup Enedis et ses partenaires parce que justement, grâce à ce protocole IPv6 véhiculé par le Linky G3, ils vont pouvoir contrôler à distance les objets de la maison, les objets électriques. Ils vont pouvoir comme ça monter, abaisser le chauffage, etc., etc. Ils vont pouvoir faire des effacements ou des pseudo-effacements, baisser la consommation quand c'est nécessaire. Voilà. Y compris la couper. Ah oui. Y compris couper la consommation. Alors, ils peuvent couper la consommation parce que le compteur Linky a un interrupteur intégré. Les anciens compteurs n'ont pas d'interrupteur. Il y a des disjoncteurs généraux qui sont en dessous du comptage, du compteur à l'entrée du tableau électrique. Là, ils ont un interrupteur. Alors, le pire, c'est que cet interrupteur, en fait, n'est même pas un disjoncteur. C'est-à-dire qu'il a un disjoncteur, quand on a monophasé, il est bipolaire. Il coupe la phase et le neutre. Un compteur Linky, son interrupteur, ils appellent ça breaker, c'est un terme anglais, ne coupe que la phase et pas le neutre. Et j'y reviendrai après ça, parce que justement, il y a des accidents, il y a la pause, j'y reviendrai. Donc déjà, Enedis peut couper à distance, directement sur le compteur. De par l'activation, il envoie un ordre de coupure par le CPL, et donc effectivement, les mots payeurs, etc., les gens qui ne payent pas, ils vont être coupés à distance. Voilà. Et ensuite, ils peuvent aussi couper à distance et envoyer un ordre de blocage, c'est-à-dire que le consommateur ne pourra pas y renclencher. Voilà. Il y a ça aussi. Donc, j'en revenais. Donc, effectivement, le G3. Alors, il existe aussi sur le compteur Linky un emplacement pour mettre ce qu'on appelle un module qui s'appelle le module ERL. Alors, c'est optionnel, mais pas pour tout le monde. Ça veut dire émetteur radio Linky. Alors, ce système-là, il va être complémentaire justement du protocole IPv6 du compteur Linky G3. Pourquoi ? Parce qu'il va permettre de communiquer avec les objets connectés d'une maison, mais qui ne sont pas reliés électriquement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ceux qui ne sont pas connectés au réseau, les objets qui fonctionnent sur pile, etc., mais qui ont un puce RFID pour être connectés. Hein, les poupées connectées, enfin, toutes ces conneries-là, les montres connectées, etc. Voilà. Et donc, ce module URL fonctionne selon un protocole de communication qui est à peu près, c'est un Wi-Fi simplifié, on appelle ça Zigbee, et ça communique avec une fréquence de 2,4 GHz, donc 2 GHz, milliards de Hertz. C'est à peu près l'équivalent de la fréquence du four micro-ondes. Donc il y aura ça en plus dans les maisons. Alors, c'est optionnel, ça veut dire que les gens qui auront la chance dans le compteur Linky, ils auront aussi la chance de pouvoir acheter ce module URL pour faire de la domotique intégrée, par exemple. Hein. Mais par contre, les gens qui sont précaires, donc habitent dans des HLM, etc., non seulement ils auront le compteur Linky imposé, mais en plus ils auront ce modèle URL imposé de façon à ce qu'on puisse gérer à distance leur consommation. Voilà, parce qu'on considère que ces gens-là ne savent pas consommer correctement, puisqu'ils sont précaires. Voilà. Ça, c'est le monde qu'on nous propose. C'est-à-dire qu'ils vont leur baisser leur consommation ils peuvent leur limiter. Limiter leur consommation. Par exemple, quand par exemple il y a des consommateurs, même s'ils ne sont pas considérés comme des précaires, mais par contre, effectivement, ils ont des factures qu'ils n'arrivent pas à payer pour des raisons différentes et variées. En fait, en période d'hiver, par exemple, EDF est quand même tenu de leur fournir un minimum. Par exemple,
ils vont leur assurer uniquement, par exemple, une puissance maximum de 3 kW, par exemple, voilà, pas plus. Voilà. Donc effectivement, ils vont être aux manettes pour arriver à ne pas les faire dépasser. La machine à laver ne marche pas. Voilà, par exemple. Voilà. Ils pourront mettre un petit radiateur, pas plus. Et quelques lampes. Voilà. Et faire la machine à laver. Voilà. Donc c'est ça. Alors, je reviens aux distances d'activation des courants porte-lignes des compteurs G3 et G1. On a vu G1 c'est 300 mètres, G3 c'est 2 km. Alors ici on est l'habitat assez dispersé, donc, mais par exemple dans les grandes villes, dans des quartiers, on peut être. Nous, si moi je refuse le compteur Linky, je ne sais pas, j'habite à Toulouse, je ne veux pas de compteur Linky. Et dans mon quartier, il y a, dans un rayon de moins de 2 km, il y a peut-être 400 ou 500 logements. Hein, voilà, bon. Eh ben, si les autres logements sont équipés de compteurs Linky, ben, j'y passe aussi, quoi. Parce qu'en fait, le CPL des compteurs des voisins passe chez nous quand même. Hein. Si on perd de filtre, il passe chez nous. Donc en fait, quand on parle de compteur Linky, c'est pas un compteur qui va polluer, c'est pas le compteur de l'habitation, c'est tous les compteurs de tous les voisins. Hein, et qui vont en fait ensuite être rapatriés vers le concentrateur. Donc on appelle ça une grappe de compteurs. Il peut y en avoir jusqu'à 2000. Par concentrateur. Voilà. Donc, on va se retrouver donc, si on laisse faire avec 35 millions de compteurs connectés pour l'électricité, plus 700 000 concentrateurs en France, d'accord. Et puis il ne faut pas perdre de vue que c'est en cours, il y a les compteurs de gaz connectés qui envoient des radiofréquences par la voie aérienne, et les compteurs d'eau aussi. Voilà. Donc on aura tout ça en plus, entre autres. Sans oublier qu'avec la 5G qui est en train de s'opérer, la 5G, contrairement à la 4G et 3G, ça n'émet que sur des faibles distances. Ça veut dire qu'il faut des répéteurs pratiquement tous les 100 mètres. Donc il y aura des capteurs, il y aura des petites antennes relais 5G en ville, il y en aura tous les 100 mètres. Et ça va servir aussi pour la voiture autonome, par exemple, etc. Voilà. Ça, c'est l'aspect technique. Hein. Alors, comment s'en protéger sur un compteur Linky? Bien sûr, techniquement, comme dans beaucoup de cas, on a eu des pauses, abusives, notamment si le compteur est extérieur, ça j'y reviendrai. La seule solution, c'est si on fait une grève de la faim, on peut faire une grève de la faim, on peut alerter les médias pour se faire remettre un compteur classique, etc. Ça marche un peu, mais c'est très difficile, il faut être extrêmement motivé, et surtout beaucoup appuyé. Après, la solution, c'est des filtres. Voilà, c'est des filtres. Alors ça, les filtres, je ne peux pas en parler vraiment parce que ce serait faire de la publicité. Donc je ne peux pas en parler. À Toulouse, on a fait des mesures sur différents filtres proposés sur le marché. Il n'y en a pas 36, il y en a 3 ou 4, pas plus, hein, qui vont dans des gammes de prix qui vont de 50 € à 1200 €. Voilà. Et paradoxalement, ce n'est pas forcément les plus chers qui sont les meilleurs. Là, celui qui coûte 59 €, il marche aussi bien que celui qui fait 600 €. Voilà, pour filtrer le courant dans la plage du courant porte-ligne du compteur Linky. Voilà. Ça, j'en parle qu'en aparté, par rapport à un public. Hein. Voilà. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, vous me faites signe. Ça fait quoi? Eh bien, ça, en fait, ça coupe, ça atténue la fréquence du courant porte-ligne de Linky. C'est-à-dire qu'en fait, il va agir dans la fréquence qui vont, par exemple, de 10 kHz à 100 kHz. Il va atténuer cette fréquence. Alors, ils ne sont pas tous aussi performants, parce qu'on parle ensuite de coefficient d'atténuation en décibels. Un bon filtre, pour arriver à atténuer pratiquement 99% du signal, il faut qu'il arrive à au moins avoir un coefficient de 20 décibels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un filtre? C'est rien de compliqué. En fait, un filtre, simplement, c'est une résistance. Enfin, d'abord, c'est un condensateur, hein, d'accord, il y aura un condensateur sur la phase, un condensateur sur le neutre, qui, à travers une résistance, va décharger toutes les fréquences, tous les courants, enfin, toutes les amplitudes, tous les courants des fréquences supérieures à 1 kHz vers la terre électrique, d'accord. Alors, ça suppose aussi, pour que ça fonctionne bien, que la terre électrique soit relativement bonne aussi, dans une habitation. S'il n'y a pas de terre électrique, ça ne va pas marcher. Hein, voilà. Et là, on peut en arriver aussi aux conditions de pause. Alors, souvent, notamment dans le Tarn, on a constaté qu'après la pause de compteur Linky, c'est l'affolement général au niveau des appareils de l'habitation. Alors, il y a des raisons très, très simples pour ça. C'est simplement que les poseurs qui veulent faire vite parce qu'ils sont payés au nombre de compteurs posés, en fait, ils inversent la phase de l'heure. Ils ne font pas attention. Donc, du coup, il y a des appareils électriques qui tombent en panne, qui sont carrément défaillants. Ils ont 380, ils se retrouvent en 380. Voilà. Non, c'est la phase de neutre, là. En monophasé. Hein. En inversé? Oui, ils inversent. Ça ne change rien. Ah, ça arrive souvent. Oui, mais ça ne change pas. Et ça, le problème, c'est quand il y a une coupure.
Si par exemple il y a un disjoncteur, enfin le breaker du compteur Linky coupe, et si la phase de nœuds sont inversées, il va couper le nœud, pas la phase. Voilà, oui. Voilà, par exemple. Hein. Voilà. Et après, ça peut provoquer des problématiques. Ça peut être gêné quand il y a un gros foudre, qu'effectivement le moteur général coupe, etc. C'est peut-être. Il y a aussi des problèmes de connectique, par exemple, ils font ça vite, et souvent les connectiques sont mal serrés, et là c'est des départs d'incendie. Voilà. C'est-à-dire qu'on a plusieurs incendies, à la presse on a beaucoup fait parler. Ouais, sur l'Albi, il y en a 4 qui ont pris feu. Oui, par exemple, et sur Toulouse, 7. 7. Voilà. Mais on ne le dit pas, ça. Non, puis en 2016, autour d'Albi, il y a 5 ou 6 compteurs qu'on brûlait comme ça aussi. Mais on peut rien faire parce que qu'est-ce qui se passe? Un compteur brûle, si c'est un liquide qui est déposé, une liste arrive pratiquement avant les pompiers, ils dégagent le compteur, ils l'emportent chez eux, puis impossible d'expertiser parce qu'il n'y est plus. Il n'y est plus. On ne peut pas l'expertiser. On ne pourra jamais apporter la preuve que c'est à côté de lui. Après, autre source de défaillance aussi, c'est un compteur Linky, c'est un système électrique qui laisse passer des courants forts, d'accord, pour laisser passer des courants de plusieurs ampères, même plusieurs dizaines d'ampères. Et à côté de ça, un système électronique très sophistiqué, avec un microprocesseur, un genre d'ordinateur, des circuits intégrés. Et on peut supposer qu'il n'y a pas assez de protection d'un circuit à l'autre. Les courants forts génèrent de l'échauffement, qui vont échauffer effectivement la partie électronique du compteur Linky, et donc provoquer des détériorations des connectiques qui sont très, très subtiles. Et on se rend compte qu'au bout de 6 mois, 1 an, maintenant on commence à avoir des installations, des compteurs Linky qui ont été installés il y a 6 mois, il y a 1 an, qui commencent à flamber, à cramer, à cause de ça, à cause d'un échauffement. Ça commence à venir aussi, et ça c'était su depuis longtemps au Canada, parce qu'il y a les compteurs de la marque Landis, par exemple, qui sont fabriqués aussi en France pour Enedis, qui étaient fabriqués au Canada. C'était pas tout fait même, mais c'était le même principe, le même fonctionnement. Et Landis, en fait, dans un rapport interne très confidentiel que j'avais pu me procurer, mettait en évidence que ces compteurs-là étaient sujets à l'incendie, justement à cause de l'échauffement des parties électriques vers les parties électroniques, et qui ne savaient pas y remédier. Voilà. Donc on est quand même confronté à beaucoup de problèmes. Et cerise sur le gâteau, les compteurs Linky, contrairement aux autres appareils, en fait, ont une durée de vie maximum de 10 à 15 ans, pas plus. Quoi. Ça veut dire que quand ils auront fini le déploiement, ils pourront recommencer. Ça coûte 5 milliards. Et ça va coûter 10 euros. Alors si on part du coût, justement, ça c'est intéressant, parce que d'abord, on se rend compte que donc, on déclasse des compteurs qui marchent très très bien, qui ont des durées de vie de 50 à 80 ans. Ça veut dire que sur le plan écologique, c'est une aberration. Il faut en plus les recycler. Qu'est-ce qu'ils en font? On ne sait pas trop. Ils ont montré des vidéos où effectivement il y a une usine, je ne sais pas où se trouve. Ils réemploient des gens qui sont en difficulté de réinsertion professionnelle. Donc ils font ça avec beaucoup de publicité médiatique. Vous voyez, on utilise des gens qui sont en difficulté de réinsertion pour recycler les anciens compteurs. Vous voyez bien qu'on les recycle, etc. Mais en fait, ils en recyclent combien sur tous ceux qui vont enlever? On ne sait pas. S'ils en enlèvent 5 millions, qu'ils en recyclent 100 000, c'est pas intéressant. Les autres, ils vont partir. Ils vont faire quoi? D'accord? Et remplacer par un truc qui va durer 10 ans à peine. Voilà. Donc, sur le plan écologique et financier, ils disent que c'est bon pour la transition énergétique. Moi, je veux bien, mais qu'ils ne nous apportent pas la preuve. Voilà. Qu'ils nous apportent la preuve de ça. C'est quand même compliqué. Ensuite, si on aborde l'aspect facturation, ça c'est quand même un aspect très intéressant. C'est là qu'on se rend compte que Enedis a calqué son argumentation du plan du compteur Linky parce que ça fera des économies consommateurs. Alors, à condition que le consommateur, une fois qu'il a son compteur Linky, aille sur le site d'Enedis, une fois qu'effectivement il pourra créer un compte, et puis là, observer sa courbe de charge. Bon, très bien, cette courbe de charge qui est établie le lendemain de la veille. Donc avec un jour de décalage. Déjà, la courbe de charge qu'on peut observer le lendemain pour ce qu'on a consommé la veille, je ne vois pas tellement en temps réel ce qu'on peut faire pour agir dessus, pour la consommation. Donc c'est la première chose. Ensuite, on s'est rendu compte que même les gens qui allaient sur Internet, ils étaient à peu près 1 ou 2% des consommateurs qui avaient compteur Linky, et que la consommation baissait de 0,021% pendant quelques mois, puis après ça revenait comme avant. C'est ça aussi, même plus. Ensuite, en termes de facture, c'est là que ça devient très intéressant, parce que là, la facture, en fait, va carrément exploser.
carrément. Ça a déjà commencé. Alors, pour différentes raisons. Il y en a même des multiples. La première raison, c'est qu'en fait... enfin, celle-là, non, on va parler parce que ça va arriver plus tard. La première raison, c'est que jusqu'à présent, le système... un ancien compteur avait beaucoup de tolérance par rapport à la consommation instantanée. Hein. Par exemple, un compteur pour un abonnement de 6 kW, par exemple, hein, si on a un dépassement de puissance de 6, on passe à 6,5 kW pendant 15 secondes, le compteur il laisse passer. Le compteur Linky est tolérant 0, paf, directement. Hein. D'autant plus que lui, le compteur Linky, à la différence des anciens systèmes, sa référence c'est la puissance. Les anciens compteurs, la référence c'est l'intensité en ampères. D'accord ? Il y a des disjoncteurs, le disjoncteur des bouclages, il est calibré en ampères. Alors pour 6 kW, ça fait 30 ampères. D'accord ? Et il ira déclencher si l'installation, effectivement, pendant un certain temps, consomme plus de 30 ampères ou plus de 6 kW. D'accord ? Alors il faut savoir que, pour faire ça, je vais utiliser la formule P égale U, c'est que du courant continu. Les 30 ampères et le 6 kW, ça fait référence à une tension de livraison de 220 volts. D'accord ? C'est la Enedis doit fournir un courant, enfin l'électricité à ses clients dans une plage de tension compatible. C'est-à-dire que la règle, c'est entre 210 et 245 volts pour le 200 volts continu, alternatif, monophasé. Or, mais ce qu'il y a, c'est que plus on monte en tension, à puissance égale, l'intensité baisse. Or, le calcul de la puissance pour le compteur Linky, pour son seuil de déclenchement, en fait, se fait à valeur théorique de 220 volts. Or, dans la plupart des cas, sauf dans les endroits de ruraux où en fait, on est en bout de ligne, où la tension est très basse, notamment dans les grandes villes, on est entre 230 et 240 volts de tension de livraison. Ça veut dire qu'en fait, ils calculent un seuil de déclenchement de 220 volts, mais en termes d'intensité, le client va perdre. Oui, il va avoir par exemple 30 ampères à 6 kW, il n'aura peut-être que 27 ou 28 ampères. Déjà, il perd 3 ampères dans sa capacité de courant maximum qui va passer. Ensuite, le courant porteur ligne dégrade le fonctionnement des appareils électriques, notamment qui ont l'électronique. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la compatibilité électromagnétique. Chaque appareil électrique ou électronique est censé pouvoir supporter des champs électromagnétiques environnants, donc venant d'autres appareils, et même dans l'intérieur de sac électrique, d'au moins 3 volts par mètre, jusqu'à 3 volts par mètre. Et réciproquement, il ne doit pas émettre de signaux électromagnétiques susceptibles de détériorer le fonctionnement des appareils environnants. Et c'est pareil, c'est 3 volts par mètre pour un système domestique. Or, le compteur Linky, en fait, émet des valeurs de compatibilité matrice parfois supérieures en fonction des pulsations qu'il fait. Et surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'appareils dans les maisons qui sont un peu anciens, donc qui n'ont pas cette norme-là, qui vont être détériorés. Une machine à laver, un radiateur électrique, etc. Ou un appareil un appareil diffus, ou que ce soit une télé qui a 5 ou 6 ans, voire plus, il va effectivement avoir un fonctionnement défaillant parce que n'est pas, conçu pour résister aux problèmes d'électromagnétique des courants porteurs. Tout simplement. Donc effectivement, on aura des appareils qui tombent en panne, qui sont défaillants. Ouais, il faudra acheter. Voilà. Alors ensuite, autre arnaque, c'est en fait l'intolérance complète due au fait que lorsqu'un appareil électrique est branché, il va avoir des variations transitoires, ce qu'on appelle, pour faire simple, je vais dire une surconsommation, à la connexion. Il va surconsommer avec des valeurs qui vont aller jusqu'à 4 ou 5 fois la valeur maximum de son fonctionnement normal. Par exemple, un radiateur électrique qui fait 1500 watts, si je le branche, pendant environ 20 secondes, il y aura un transitoire de puissance qui peut aller jusqu'à 6000 watts. Oh. Oui. Et tous les appareils électriques, c'est comme ça. C'est ce qu'on a. Sur tous les moteurs, oui, tout à fait, sur tous les moteurs. Alors,
Pourquoi? C'est parce que simplement à l'enclenchement, il y a une variation de tous les paramètres synchrones de la fréquence, donc c'est l'intensité, c'est la puissance, c'est la tension, et la fréquence aussi. Et donc, en fait, la fréquence va bagoter, et l'amplitude aussi, jusqu'à en fait se rééquilibrer après environ 20 secondes. Hein, voilà. Et ça, c'est valable tout le temps. Dans tous les signaux électriques, en fait, un courant alternatif, c'est comme ça. Alors, les anciens compteurs, pendant 20 secondes, ils toléraient tout dépassement. Le compteur Linky, c'est à 0 secondes plus epsilon, le boom, je déclenche. Donc il y a plein de gens, effectivement, qui avaient des abonnements un petit peu ric-rac en termes de puissance appelée, enfin installée, souscrite, pardon, et qui se retrouvent effectivement avec des appareils, dès qu'ils les déclenchent, ça passe au seuil de puissance souscrite pendant quelques secondes, et le compteur Linky, boum, c'est la punition immédiate. Hein, voilà. Et donc, c'est de l'abus de consommation, parce que ça va obliger les consommateurs à souscrire des puissances supérieures, donc ça va plus cher. Donc, c'est encore une raison, il y en a encore plein d'autres, je ne vais pas détailler, mais on peut considérer que lorsque le déploiement de Linky sera achevé, on aura environ 50% de factures en plus. Voilà. Pour ceux qui auront un compteur Linky. Ils vont les gagner, les 5. Alors après, ce qui va arriver aussi à la fin du déploiement, c'est ça. Alors, là, je m'explique. J'ai fait au plus simple possible. Voilà. J'ai fait ça cet après-midi. Voilà. Alors, quand on est dans l'optique du courant continu, on a en fait une puissance pure, qui est en fait le produit de... Comment dire, c'est le produit de l'intensité par la tension. Dans le cas où en fait on a des résistances pures, c'est-à-dire c'est uniquement de l'effet thermique, c'est par réchauffement, d'accord. Par contre, quand on est dans un courant alternatif, hein, on va rajouter ce qu'on appelle un champ électrique, un champ magnétique, qui est la combinaison des deux, ça fera un champ électromagnétique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose d'électricité, quand on est en courant continu, une batterie de 12 volts par exemple d'une voiture, ne peut pas émettre de champ électromagnétique, il n'émet qu'un champ électrique, pas plus. Voilà. Un champ électromagnétique, c'est si on a un courant alternatif. Alors, pour l'instant, EDF, pour les consommateurs particuliers que nous sommes, ne facture que ça, la puissance active, hein, avec toutefois un coefficient pondérateur qui est lié à cet angle-là. Donc je ne détaille pas. On appelle ça le cosinus phi, pour ceux qui connaissent un peu. Et le cosinus phi d'une habitation, par défaut, EDF l'estime à 0,9. D'accord ? Alors c'est une estimation maintenant qui est très pessimiste parce que ce cosinus phi en fait baisse beaucoup lorsque on a beaucoup d'appareils électroniques. Lorsqu'on a des moteurs et beaucoup d'appareils électroniques avec des condensateurs, etc., ou des inductions. Et plus ce cosinus phi baisse, plus cette valeur-là monte. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la puissance réactive. C'est la puissance liée à l'énergie magnétisante. Alors cette puissance-là, jusqu'à présent, est facturée aux gros artisans industriels parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de moteurs. Donc c'est une quantité non négligeable. D'accord ? Mais maintenant, dans des habitations modernes, notamment par exemple les gens qui ont des pompes à chaleur, le cosinus phi c'est 0,5. Dans une pompe à chaleur, ça veut dire qu'ici on a une valeur qui est non négligeable. Donc le compteur Linky va servir à facturer aux clients domestiques ça aussi en plus. Alors ce qui veut dire qu'actuellement on ne paye que pour ça, d'accord ? Mais en 2020, à la fin du déploiement du compteur Linky, on paiera pour ça plus ça. Attention, c'est une somme vectorielle, c'est pour ça que j'ai fait une ordonnée abscisse. Donc on paiera au final pour ça. Mais ça, c'est supérieur à ça, on est bien d'accord. Ce sera environ 20% 20% de plus, en moyenne. Et en tenant compte du fait qu'on est dans notre habitat moderne, on a des appareils qui consomment de plus en plus de ça. Notamment les lampes basse consommation, les LED, hein, les appareils électroniques, les télés, tout ça, les ordinateurs, tout ça, ça consomme beaucoup de ça. Donc ils nous facturent le réactif. Ils vont le facturer. Le réactif, oui. Ouais, alors par contre, c'est aberrant parce que le réactif, en fait, le réseau électrique, EDF s'en sert pour en fait gérer la tension, ajuster la tension sur son réseau. Notamment les héros de production, en fait, leurs alternateurs, ils ont des marges de fonctionnement qui permettent de produire cette énergie réactive gratuitement. Ça ne leur coûte rien de produire. Donc non, ils ne doivent pas la facturer parce que ça ne leur coûte rien. Et ils en ont besoin en plus. Ils en ont besoin pour ajuster une tension correcte sur le réseau. D'accord ? Oui. Donc c'est aberrant, c'est injuste, c'est révoltant qu'ils facturent ça. Oui, les industriels peuvent le compenser, mais, oui. Mais dans nous, on ne peut pas, bien sûr que non. Et en plus, on n'est pas... voilà, c'est ça.
c'est peanuts pour eux. Donc voilà ici le magnifique monde qu'on nous propose. Alors maintenant, je vais passer assez rapidement à l'aspect, big data et données privées, parce qu'en fait, les données que va collecter Enedis et EDF dans ces centres de traitement, c'est pas des bisounours, hein, ils sont pas là uniquement pour compter la consommation, faire la facture et puis l'envoyer, hein, attention. Ces centres de traitement, ils ont des capacités de traitement d'informations par ordinateur extrêmement puissants, on appelle ça le big data, ils ont des logiciels qui ont des algorithmes, ils sont capables de traiter des milliards de données qui leur arrivent, hein, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Eh bien, en fait, ils vont les revendre. Voilà. Alors, comment ça se passe? On habite à l'endroit lambda, d'accord. Alors, on nous promet qu'à la sortie des compteurs Linky, toutes nos données sont anonymisées, d'accord. Admettons. Ça part dans le tuyau du CPS, ça arrive au concentrateur, ça part chez Enedis, et puis là, toutes ces données prétendument anonymisées arrivent, boum, 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 boum. Et en fait, ils ont des algorithmes tellement puissants qu'ils arrivent en fait à réidentifier ces données. Et selon la qualité à laquelle... Alors, on appelle ça, c'est le principe de... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus le nom, il y a un terme technique. En fait, ils vont arriver, avec leur algorithme puissant, à récupérer les données entrantes, réidentifier, et pratiquement, associer certaines données, pratiquement, c'est le carroyage, c'est ça, on appelle ça le carroyage. C'est-à-dire qu'ils arrivent à une précision géographique extrêmement précise. Ils peuvent même carrément attribuer telle donnée identifiée à telle habitation, tout simplement. Voilà, pratiquement. Ils sont assez puissants. Et selon la qualité de identification de ces données, ils vont pouvoir être capables de les vendre à leurs partenaires. Alors, c'est le big data, c'est le Google, Amazon, Facebook, etc., ou bien des partenaires industriels de l'énergie, hein, d'accord. Ils vont pouvoir les revendre pour un prix qui va varier de 100 à 500 euros par compteur et par an. Donc un compteur en un an, c'est récupéré rien qu'avec ça déjà. D'accord. Il faut savoir aussi, alors la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des bêtes, s'en est un petit peu inquiété, mais pas plus que ça, quoi, parce qu'ils émettent que des recommandations, ça n'a pas de valeur obligatoire. Donc ils ont demandé à ce que la courbe de charge d'Enedis soit au pas de ce qu'on appelle une heure, puis après une demi-heure. Ça veut dire qu'en fait, Enedis ne doit récolter que des valeurs de consommation par intervalle, des points de consommation par intervalle d'une demi-heure. Sauf que ces points-là, ce ne sont pas des points figés, c'est des points déjà qui sont des moyennes de la précédente. Donc déjà, ça donne plus de renseignements. Ensuite, un compteur, même les compteurs électroniques classiques, déjà, ils ont des points de mesure toutes les secondes. Ils relèvent des valeurs toutes les secondes. Puis ensuite, ils enregistrent. Puis après, ils font des sommes pour arriver à des mégawattheures, kilowattheures. Et toutes ces données-là, en fait, permettent, lorsqu'elles arrivent chez Enedis, non seulement d'identifier l'habitation d'origine, mais en plus de savoir à l'instant T quels sont vos appareils qui sont connectés dans la maison, qui fonctionnent. Oui, ça retourne. Alors, j'en reviens justement à la surconsommation. Quand j'ai dit qu'il y a un appareil qu'on enclenche, il y a des variations transitoires. Puis en fait, le type de la courbe de chaque appareil en fait, est spécifique à chaque appareil, et c'est comme ça qu'on identifie. Alors, j'avais discuté longuement avec un jeune ingénieur de ce qu'on appelle un Fab Lab à Toulouse. Ce sont des startups qui travaillent justement sur comment utiliser des compteurs communicants pour arriver ensuite à faire de l'innovation, comme ils disent, c'est-à-dire à promouvoir des services. Voilà. Donc, le compteur Linky, c'est un capteur, c'est un cheval de Troie. Ça va servir à plein de startups pour arriver au fourguet de l'information, des services, des machins, des trucs, ça va être l'horreur. Et donc, il me disait, on prend un compteur classique, un compteur blanc, électronique, on y met un câble Ethernet, on met un démodulateur, on relie ça à un ordinateur portable, on prend Excel, d'accord, enfin Excel c'est un logiciel pour construire une courbe, et là on récupère la courbe de la consommation instantanée donnée par le compteur blanc, hein, c'est même pas un compteur Linky, hein. Et ensuite on branche les appareils, et puis là on voit la modulation de la courbe en fonction de ce qu'on branche, et avec l'habitude maintenant j'arrive à savoir si c'est un frigo, si c'est une télé, si c'est etc. Ah oui, oui. Même sans logiciel. Hein. Il me dit, on y arrive, aucun souci. Donc en fait, ils sont capables maintenant, à distance, de savoir, d'une part si vous êtes là, bien sûr, si vous n'êtes pas là, donc la merci des cambrioleurs, et puis si vous êtes en train de regarder la télé,
si votre féco est allumé, si la pompe à chaleur marche, etc., etc. Ils savent tout ça maintenant. L'ensemble, c'est un mouchoir, quoi. C'est un mouchoir. Oui. C'est un cheval de Troie. Voilà. Hein, c'est un cheval de Troie. Voilà. Et aussi pour dire que le compteur Linky soi-disant c'est obligatoire pour la transition énergétique, c'est complètement faux, parce que je viens de vous apporter la preuve qu'un compteur classique blanc, électronique, est capable de fournir ça. Hein. Il suffit simplement de le brancher, par exemple, à un réseau fibre optique, donc pas pathogène, ou simplement par le réseau Internet, par la DSL, hein, par exemple. Et ensuite, on envoie ça sur Enedis. Hein. Donc, Enedis, il peut récupérer les données de consommation avec un compteur blanc. C'est pas la peine de nous fournir un compteur Linky, ça ne sert à rien. Hein, voilà. Alors, on en est là. Et ensuite, le dernier point que je souhaite aborder, alors on peut passer aux questions, c'est l'aspect, effectivement, peut-on le refuser? Et comment? Et qui? Voilà, bon, je vais en parler assez rapidement, puis après, je te laisse passer aux questions. Ce sera pratiquement une heure que je parle, ce sera bien suffisant. Après, ce sera à vous. Alors, pour le port en particulier, il faut savoir qu'en France, on est dans un système de droit opposable. D'accord. La transition énergétique, la loi de transition énergétique qui a été signée un certain jour du mois d'août 2015, en pleine période de vacances, devant une quarantaine de députés, d'accord, qui a été votée à ce moment-là, en fait, ordonne à Enedis de déployer le compteur communicant. Alors, il ne parle pas du compteur Linky, il parle d'un compteur communicant en plus. Hein, voilà. D'un compteur communicant, sous peine de pénalité pour Enedis, effectivement, il y a du retard, mais par contre, il n'est nullement précisé que l'usager doit accepter obligatoirement. Il n'y a aucune obligation pour l'usager d'accepter, il peut refuser. Hein. Mais comme on est dans un système de droit opposable, il faut de préférence le signifier par écrit. C'est pour ça que dès le départ, on a bien expliqué aux personnes d'envoyer des lettres de refus à leur agence Enedis, avec copie à leur maire, pour qu'ils viennent prendre conscience effectivement que vous, en tant qu'usager habitant dans cette commune, vous refusez ce compteur, que les maires le sachent, hein, en force. Voilà. Et pas attendre le dernier moment pour le faire. De préférence de le faire dès le départ, parce qu'en fait, plus effectivement on se rend compte, enfin, on peut avoir une vision du nombre de personnes le refusant le plus tôt possible, et mieux ça ira pour les gens qui vont essayer d'être dans l'action. Et aussi pour Enedis, c'est aussi pour les pouvoirs publics, pour aussi une grosse majorité de personnes. Bon, malheureusement, en général, ce qui se passe, c'est que les gens envoient des lettres de refus au moment où le développement arrive dans leur ville, dans leur commune. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Alors ensuite, sur le plan pratique, tant qu'on a le compteur à l'intérieur chez soi, dans la maison, hein, là, il n'y a aucun souci. Je veux dire, si vous êtes ferme sur vos appuis, les poseurs vont vous faire, vont vous harceler, vous intimider, vous dire c'est obligatoire, vous serez surfacturé, les relevés seront payants, etc. Vous allez être coupé. Il ne faut pas écouter, ce sont que des conneries. Voilà, vous êtes parfaitement dans votre légalité de refuser. Et surtout, donc, ne laissez pas le poseur rentrer, d'accord? Pas un pied dans la porte, surtout pas, parce que ça fait le début de la fin. Après, si le compteur est à l'extérieur, bon, il peut être soit par exemple dans le jardin, donc à l'intérieur des murs de clôture. Il faut bien prendre soin, avoir un portail qui ferme à clé, avec un panneau officiel, un panneau métallique rouge et blanc, dans lequel est marqué propriété privée d'information d'entrée. Malheureusement, pour un compteur Linky, pour éviter la pause, c'est obligatoire. Et des fois, c'est même pas suffisant. Parce qu'il y a des cas de figure où carrément, ils ont carrément ouvert le portail, ils ont coupé le cadenas, etc. Le pire des situations, c'est le compteur à l'extérieur sur la voie publique. Côté mur, par exemple, extérieur. Ah oui. Hein, voilà. Alors, récemment, quand je dis récemment, c'est jusqu'à après 6 mois, on s'est rendu compte que juridiquement, d'une part, le coffret appartient légalement à l'usager, puisqu'il a été payé par l'usager, en tout cas par la personne qui a construit la maison, qui l'a payé, l'a acheté. Donc le coffret appartient à ça. Le compteur, pendant très longtemps, l'Association des maires de France et pouvoirs publics ont dit le compteur, il se trouve sur la voie publique, donc l'usager n'a pas le droit de refuser l'accès au compteur. C'est pas vrai. Il est dans le coffret, il est dans le domaine privé. D'accord ? Il n'appartient pas à Enedis, il appartient aux collectivités territoriales, et ce depuis 1906. Donc, en fait, qui en est vraiment propriétaire, ce sont les communes. Oui, d'accord. Voilà, d'accord. Alors, il faut éviter aussi la propagande selon laquelle les syndicats d'énergie, les départementaux d'énergie, donc effectivement, pour lesquels les communes ont très fréquemment transféré leurs compétences pour la gestion de l'électricité, les réseaux électriques basse tension, ce ne sont pas eux qui sont propriétaires.
Parce que maintenant, ils s'arrogent facilement la propriété. Depuis 2005, ils ont été, transformés en autorité organisatrice de distribution. Même sur le site internet, ils disent qu'ils sont propriétaires. C'est pas vrai, c'est faux. C'est les communes qui sont propriétaires. Il y a un transfert de compétences, mais ce n'est pas transfert de propriété. Les communes gardent ce qu'on appelle la propriété des compteurs. D'accord ? Et on verra ensuite par rapport à comment les communes peuvent faire des délibérations, si c'est un argument intéressant. Voilà. Donc, l'usager est tout à fait dans son droit de refuser la pose d'un compteur Linky, même si c'est le compteur SAO public, d'accord. Mais c'est très difficile parce qu'en fait, Enedis et ses poseurs n'en ont rien à foutre. Ils posent. Il y a des gens qui ont mis des cadenas sur les compteurs, ils cassent les cadenas et au départ, il y a des affichettes, ils arrêtent les afficher, ils s'en foutent. Hein. La seule solution maintenant, c'est de barricader. Et encore, il y en a qui ont des disqueuses. Et encore, ils ont des disques. Il y a un barricadage, justement, il y a Gérard Dion. Si on le refuse le compteur Linky, on risque quoi? Comme rien. représaille? Mais rien. Ils coupent le courant quand même. Non, même pas. Ah, si. Non. Je connais un cas à Castres où ils ont coupé le courant. Oui, mais ça, c'est pas normal. Ils n'ont pas coupé le courant. Ils ont coupé le courant et le gars, il a pris à un autre fournisseur. Et il a eu le courant le lendemain. Ouais, moi, j'ai un autre cas de figure. Enfin, ça s'est passé plusieurs fois dans différentes villes. C'est qu'en fait, l'opposeur arrive, le compteur est à l'extérieur. Il coupe le courant sans prévenir en fait l'usager pour changer le compteur. Il dépose l'ancien compteur. Là, l'usager arrive, évidemment, il s'oppose, etc. Et le poseur dit moi, je vais en aller, mais de toute façon, je repère l'ancien compteur, je ne suis pas habilité pour ça, et je ne vois pas le courant. Voilà. Par contre, c'est illégal ce qu'il fait. C'est illégal. Hein. Et là, il faut faire venir effectivement ensuite un conseil municipal, les médias, enfin, etc., la police municipale pour en fait forcer Enedis à remettre le compteur. Voilà. Parce que si on prend un autre fournisseur le courant, ça sera pareil. C'est pareil. Ce qu'il y a, c'est que le fait de couper le courant sans prévenir, c'est illégal déjà. Oui, d'accord. Donc ils enlèvent le compteur sans rien dire, ils en remettent un, etc. Et si on s'oppose au moment où l'ancien compteur est déposé, évidemment, ils s'avancent sans mettre le courant. Sauf qu'à Castres, là, le gars, en fait, il s'est couché derrière la voiture du poseur. Mais est-ce qu'on doit être prévenu quand on a un changement de compteur? Des fois, ils préviennent, des fois non. Mais non. Si en fait, ils sont dans des villes en fait, où il y a beaucoup d'opposition, ils préviennent. Et les villes de là, ils y vont carrément, c'est la guerre civile. Quoi. À Albi, c'est ce qui s'est passé. À Millau, ils ont fait en force, là, ils avaient... Oui, mais partout. Dans toutes les communes, même s'il y a un arrêté municipal qui réglemente la pose du compteur ou qui interdit, ils y vont quand même. Mais ici, il va y avoir dans les villages comme le nôtre, il va y avoir une information de la part de la mairie, comme quoi les compteurs vont être... Non, la mairie n'est au courant de rien. Enfin, normalement, si Enedis, réglo, il devrait en fait rencontrer la mairie, en tout cas un représentant de la mairie, pour leur préciser qu'à partir de telle date, ils vont venir pour déployer le compteur sur leur commune. Puis ensuite, ils vont ensemble les conditions de déploiement. C'est prévu dans les semaines qui viennent, à Broquiès notamment. Voilà. Donc probablement, voilà, il y a un rendez-vous de la mairie de Broquiès avec le directeur Enedis à propos des compteurs Linky, et on se disait que s'ils viennent à Broquiès, probablement il faut la tournée des communes locales. Peut-être. Voilà. Après, dans des grandes agglomérations, par exemple, comme à Castres-Albi, ils y vont assez vache. Et en plus, les poseurs sont des sociétés de services privés. Donc, qui emploient des gens en situation précaire, qui emploient souvent des gens qui sont des travailleurs immigrés, etc., qui sont pas très au courant des us et coutumes. Donc, et en plus, leur formation est minimaliste. Ils ont des incompétences totales par rapport à la dépose, à la repose. Hein. C'est pour ça qu'ils font plein d'erreurs, d'ailleurs. Mais souvent, ils arrivent en courant et partent en courant. Ils disent rien. Ils balancent les papiers du gros compteur dans le jardin. Puis et les gens ne sont pas prévenus. Et si on envoie une lettre comme quoi on conteste la pose d'un nouveau compteur, il y a de plus de chances qu'on ne soit pas prévenu pour la pose? Alors, autrefois non, maintenant oui. Parce qu'en fait, les gens qui s'opposent et qui le manifestent, ils sont des sites prioritaires. Ils veulent faire des exemples. Pardon ? Ils sont des sites prioritaires. Ils veulent faire des exemples. Par exemple, à Albi, il y a une association qui s'appelle Collectif Moulingo. Ils recueillent maintenant 1000 adhérents. Et ils ont vraiment fait un gros boulot pour aider les gens qui refusaient la pose des compteurs. Et bien, les militants des collectifs sont directement ciblés maintenant. On va poser directement chez eux de préférence.
Et vous dites qu'ils font ça à la sauvage, mais à cas de figure, si nous, on se comporte à la sauvage. Parce qu'après, ils appellent la police. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il faut pas oublier que Enedis, c'est une multinationale, même si c'est encore une épique, plus ou moins. Ils ont une puissance juridique avec des avocats grassement payés énormes, comme la plupart des multinationales. Que les poseurs, si les usagers manifestent leur refus de compteur, ils ont intérêt à être hyper polis, hyper respectueux, parce que le poseur, il va utiliser n'importe quelle phrase, n'importe quelle remarque pour dire qu'il a été agressé verbalement, physiquement, psychologiquement. Ils vont porter plainte. Ça arrive plusieurs fois. Voilà. Puis après, alors même si après la plainte se délite, parce qu'effectivement c'est complètement nul, mais le fait c'est qu'ils portent plainte. Même s'ils savent qu'ils ne vont pas gagner, ça fait rien, c'est pas grave, parce que l'important c'est de porter plainte et d'user des usagers. Parce qu'un usager qui est comment dire, mis en examen par rapport à ça, qui est jugé en référé, etc., mais en fait, c'est 3 000 € de défense, minimale. Et ça use psychologiquement, ça donne une tonne d'énergie. En face, ils ont les moyens, ils ont du temps, ils s'en foutent de tout ce qu'il faut. Donc, ils commencent comme ça à attaquer des usagers, progressivement. Donc il faut vraiment rester hyper non-violent, hyper calme, ferme dans ses appuis. Et il y a des techniques pour arriver à empêcher une pause de compteur. Et par exemple, il faut se mettre entre le poseur et le compteur, ne pas bouger. Le poseur va dire faut pousser parce que vous êtes dans un champ de risque électrique, etc. Vous prenez des risques. Non, il faut rester entre lui et le compteur. Il ne faut pas bouger. Et par contre, vous parliez propriété privée. Par exemple, chez moi, je veux dire, c'est pas barricadé. J'ai juste des chaînes de piquets qui ont l'accès au compteur. Il faut protéger. Il faut quand même mettre des mines, quoi. Non, mais il faut barricader le coffret, en fait. Il faut simplement laisser la possibilité pour le releveur de lire les index de consommation. Voilà, c'est tout. Voilà. Après l'argument selon lequel Enedis dit qu'il faut laisser un accès au compteur parce que s'il y a un incendie quelque part dans le quartier, il faut pouvoir couper, etc. Ça, c'est complètement con, parce que ça veut dire que ceux qui ont les compteurs dans la maison, il faudrait simplement sa maison ouverte. Oui. Oui. Il y a quand même récemment un rapport de la Cour des comptes, j'ai entendu ça à la radio, qui est défavorable. Ça va peut-être avoir une incidence, non? Alors c'est bien et c'est pas bien, parce que effectivement ça met en évidence les couilles en or financières que va se faire Enedis sur les déploiement des compteurs, justement. Et Enedis disait que le compteur est gratuit. Et non, c'est les consommateurs qui vont le payer. Tout à fait. Et puis c'est l'État aussi, qui va donner 130 € par compteur en fin de déploiement. Subvention par compteur. Et c'est surtout le fait que... Qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Oui, c'est surtout le fait que cette Cour des comptes ne remet pas du tout en question l'intérêt du compteur sur le plan technique et technologique. Pas du tout, bien au contraire. Il justifie même le déploiement. Simplement, il dit que ce déploiement ne se fait pas dans des conditions optimales pour les usagers, et aussi que sur le plan économique, l'intérêt pour les usagers n'est pas du tout vérifié, bien au contraire. Alors, il faut savoir que le déploiement des compteurs Linky, la France, soi-disant, s'est appuyée sur une directive européenne, bien sûr. La directive européenne ne donnait pas pour consigne stricte à chaque pays de déployer les compteurs communicants, bien au contraire. Elle leur disait simplement déployer les compteurs communicants si, sur le plan économique et sociétal, cela est justifié. Alors, en France, ils ont fait intervenir des cabinets pipeaux comme Raveto, par exemple, qui est complètement lié au monde de l'énergie, pour soi-disant justifier juridiquement, économiquement le déploiement des compteurs Linky. Il y a d'autres pays, notamment l'Allemagne, qui ont fait une étude économique un peu plus, sévère et équitable. Ils ont dit un compteur communicant, ça peut être intéressant pour les gros consommateurs, ceux qui consomment plus de 6 000 MWh par an. Ça veut dire que nous, un Français moyen consomme environ entre 3 et 4 000 MWh par an, pas plus. Ça veut dire qu'en Allemagne, les compteurs communicants, c'est pour les gros consommateurs, donc les gros artisans industriels. Par contre, les clients domestiques, ils n'en auront pas. En Belgique non plus, en Autriche non plus, en Lettonie non plus, en Italie non plus, en Estonie non plus, etc., etc. Il y a plein de pays qui ont refusé, en Autriche aussi. Il y a plein de pays qui ont refusé sous ce prétexte-là. C'est politique le truc. C'est complètement politique, simplement que, en fait, on le sait, les gouvernements actuels sont complètement pliés au monde de l'industrie et de la finance, donc
Ils ne sont que des pantins entre leurs mains, donc ils vont effectivement faire tout mettre en œuvre pour leur faire des boulevards. Voilà. Le monde de la téléphonie mobile, on a un exemple flagrant. On leur donne des boulevards, on a édicté en 2002 des normes de valeur d'exposition ahurissantes pour justement leur permettre de faire ce qu'ils veulent avec leur antenne relais. Voilà. Est-ce qu'un refus collectif, ça a plus de poids? Ouais, avant, oui. Complètement. Avant l'indique qui vient dans la commune, que plein de ports fassent un la marche à suivre, en fait, au niveau d'une commune, c'est très simple et très répétitif. Hein. C'est qu'en fait, s'il y a des gens qui, dans la commune qui sont motivés pour faire une action contre ces déploiements de compteurs, d'une part, il faut effectivement aller voir les pouvoirs publics, c'est-à-dire la mairie, conseiller municipal, leur en parler, leur dire que voilà, vous avez beaucoup de propagande de la part de Enedis, des pouvoirs publics, qui vous disent que c'est super, que c'est génial, que c'est vachement bien, c'est vrai qu'on ne peut pas s'opposer, que c'est obligatoire. Nous, on a une autre approche, on a entendu d'autres choses, on a d'autres visions. Et cette vision, ce n'est pas des bobos et des complotistes qui le disent, c'est souvent des scientifiques aussi, hein, voilà, des juristes, etc., des gens qui ont du bon sens. Hein. Et essayer de provoquer une réunion publique, comme ça se fait ce soir. À l'issue de ça, ce serait bien peut-être de créer un petit collectif. Le collectif, c'est une structure très légère, donc ça peut être quelques personnes, pas plus, hein, qui essaient ensuite de prolonger cette information à la population, notamment envers ceux qui ne sont pas venus, notamment. Hein. C'est bien de faire une pétition, parce que la pétition, c'est un contre-pouvoir par rapport aux maires, surtout si les maires sont récalcitrants. Il y a beaucoup de maires qui ne cherchent qu'une chose, c'est avoir la paix. Enfin, la paix. Ne pas avoir d'emmerdement avec la préfecture, avec les pouvoirs publics, avec Enedis, etc. Alors que normalement, un élu d'une commune devrait surtout, avant tout, être sensible au bien-être de ses citoyens. Voilà. Normalement, si les citoyens s'inquiètent de l'exposition aux ondes électromagnétiques, de l'aspect donné de la vie privée, etc. Et ce compteur-là, ce cheval de Troie, c'est aussi, c'est un mode de vie qu'on nous impose. C'est-à-dire que c'est la première fois en France qu'on nous impose un jet connecté dans une maison en permanence, 24 heures sur 24, on nous l'impose. La Wi-Fi, c'est grave, ils s'en foutent. La Wi-Fi, je sais pas. La Wi-Fi, on ne l'impose pas. Enfin, si les voisins, des fois, nous l'imposent. Mais par contre, chez nous, on peut la désactiver. Hein. Le téléphone portable, c'est pareil. Quand on a de la mort, on l'éteint, etc. Mais le compteur Linky, on ne peut pas. On ne peut pas, là. Okay. Donc c'est la première fois qu'on nous impose un objet connecté dans un domaine. Enfin, la vie privée, une maison, c'est un sanctuaire quelque part. C'est un endroit de repos. Si on est inondé par des ondes, c'est plus un endroit de repos. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. Hein, voilà. Donc il y a tout ce. Et donc, qu'est-ce que l'on veut comme cadre de vie, comme modèle de société? Qu'est-ce que l'on veut, donner aux générations futures? C'est par rapport à tout ça. Si on laisse un monde avec plein d'ondes partout, plein d'objets connectés en pagaille, qui sont piratables à souhait, parce qu'en compte Linky, en 30 secondes, dans la queue, le pirate, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai lu récemment dans un journal scientifique que en fait, les secteurs de l'industrie les plus piratés sont les secteurs d'énergie, et notamment d'électricité. Ça fait peur, hein, quand on sait qu'une centrale nucléaire, la sécurité informatique est quasiment peanuts. Hein. Quand un jour un petit baleine, il les bloque tous. Tac. Et ouais. Voilà. Mais ça s'est fait en Ukraine il y a 2 ans. En Ukraine, il y a 2 ans, il y a eu une attaque informatique justement qui a bloqué le dispatching qui gère les mouvements d'énergie et d'électricité sur une grande partie de l'Ukraine. Il y a donc il y a eu une perte il y a eu un noir complet pendant environ 24 heures. Oui, c'est une attaque informatique qui viendrait peut-être de la Russie. De la russe, ou des services secrets russes. Oui, mais à ce moment-là, déjà réagit, ça. Ah ben, évidemment. Mais c'est toujours un peu tard. Donc le refuser, alors maintenant, pour terminer, avant des questions, c'est du côté des collectivités, effectivement. Hein, parce que l'idéal dans une commune, c'est qu'effectivement, il y a eu une délibération du conseil municipal, et qu'ensuite, il y a eu un arrêté, de préférence. Alors, il y a plusieurs types d'arrêtés. Les premiers arrêtés, on a vu fleurir au début du déploiement, donc c'est le début 2016, c'était surtout des arrêtés interdisant le déploiement. Alors, interdisant, pardon. Interdisant le déploiement du compteur Linky. Alors,
pas mal de ces arrêtés ont été attaqués. Hein. Alors, contrairement à ce que dit Enedis, ils n'ont pas été annulés. Certains ont été suspendus parce que Enedis a trouvé une parade très intéressante juridiquement. Notamment, ça s'est vu à Castres. À Castres, le maire de Castres a pris un arrêté ne suspendant pas n'interdisant pas des points, mais simplement le réglementant. C'est-à-dire qu'en fait, il fait ce que Enedis aurait dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il va réglementer la pose des compteurs dans une ville, que ce ne soit pas l'anarchie. Comme c'est là actuellement dans pratiquement toutes les villes où c'est déployé. Ils font n'importe quoi. Et les poses forcées. Le maire de Castres, comme celui de Millau, a demandé, ou celui de Bayonne aussi, a demandé à ce que les agents, les poseurs et Enedis respectent le choix des habitants qui refusent le compteur, tout simplement. C'est très simple. Et que la police municipale pourra intervenir en cas de non-respect. Bon, en fait, ils n'ont pas toujours respecté, hein. Ils ont continué à faire comme s'il n'y avait pas d'arrêté municipal. Il a été attaqué en tribunal administratif, cet arrêté-là, et normalement, c'est jugé en général au bout de 1 à 2 ans à peu près. Hein. Mais il existe ce qu'on appelle une procédure de référé d'urgence, dans lequel, effectivement, l'affaire est examinée par un tribunal administratif, en urgence, donc, rapidement, et qui ne va juger que sur la forme et pas sur le fond. Et là, effectivement, sur la forme, Enedis a toutes les chances de gagner. Alors, c'est ce qui s'est passé à Castres, donc le 14 décembre, il y a un référé d'urgence mis par Enedis, qui a ensuite, conclu à la suspension de l'arrêté. Ce n'est pas l'annulation, c'est la suspension en attendant le jugement définitif. Mais, par contre, quand c'est suspendu, l'arrêté n'est plus valable, le temps de suspension. Donc Enedis peut continuer à poser plein pot. Donc ils font ça systématiquement pour tout le monde. Mais le maire de Castres, quand même, courageux, a repris un deuxième arrêté. Voilà. Donc maintenant, c'est la parade de Enedis sur le plan juridique, qui font des référés d'urgence. Puisqu'en fait, la plupart des délibérations qui ont été attaquées en déféré, donc normal, avec le cours normal, où ça sera jugé sur le fond et pas sur la forme, ça va être jugé dans le cours en 2018. Donc on aura beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit que par rapport au dépend de Linky, on est dans une année judiciaire actuellement. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jugements qui vont se faire. Notamment, par exemple, le jugement, Enedis a attaqué donc, un ariégeois, c'est Gérard Rion, qui avait proposé sur Internet, et puis à qui le voulait, un modèle de barricadage extrêmement performant, très fiable, avec des systèmes par l'arrière, donc c'était vraiment inviolable par l'avant. Il a donc, Enedis a attaqué Gérard Rion, de destruction de biens publics, hein, alors que le coffret, justement, n'appartient pas à Enedis, le pouvoir public, ça appartient à l'usager, encore une fois. Et donc, il y a une première instance qui s'est tenue la semaine dernière, et dans la mesure où, en fait, l'avocate de Gérard Rion a mis en avant le fait que le coffret appartenait à l'usager, donc Enedis ne peut pas se prétendre de propriétaire, et encore moins de dire que c'est une destruction de biens publics, etc. Donc, du coup, l'avocat de Enedis a demandé le renvoi au 14 avril, parce qu'effectivement, il n'a pas prévu cette parade, donc il fallait qu'il réfléchisse. Voilà. Alors, Gérard Rion a toutes les chances de gagner, mais simplement ça coûte de l'argent et de l'énergie, encore une fois. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils vont user les gens, bon, en espérant que non. Alors pour revenir aux maires, en fait, les municipalités, elles ont le choix. Alors les premières municipalités ont délibéré sur les aspects, sanitaires. Alors là, les tribunaux administratifs, les aspects sanitaires, ils s'en tapent complètement. Ils ne veulent pas en entendre parler, malheureusement. Parce qu'effectivement, les compteurs linkés, c'est aux normes. Les normes d'exposition d'un compteur dans le domaine du courant porte-ligne, donc entre 10 et 90 000 Hz, c'est 61 volts par mètre, ce qui est ahurissant comme valeur. C'est hyper létal, quoi, déjà. Mais c'est des valeurs tellement ahurissantes qui ont été en plus prises, qui ont été déterminées par les opérateurs eux-mêmes. Hein. Donc, effectivement, ils font tout ce qu'ils veulent. Hein. Et donc, qu'effectivement, les juges disent non, ça respecte les normes, pas de souci. Voilà, bon, d'accord, ok, on va circuler. Donc, ensuite, le deuxième type de délibération, qui a assez bien marché, c'est effectivement le refus de déclassement des anciens compteurs qui marche très bien. Ces compteurs appartiennent aux municipalités, ils nous appartiennent, vous les enlevez pour les déclasser, nous refusons. Simplement. Voilà. Ça a bien marché. Pour l'instant, ça marche encore. Et après, l'autre aspect, il y a aussi l'aspect données privées, qui ne marche pas trop mal aussi. Donc, effectivement, les municipalités s'inquiètent sur le non-respect de la vie privée des habitants, des usagers. Donc, là, en ce sens, ils refusent aussi les dépendants des compteurs.
Et au final, la délibération à minima, c'est celle qu'a pris Castres, Bayonne, Millau, etc., et d'autres villes, c'est nous ne refusons pas le déploiement des compteurs, mais par contre, nous voulons réglementer les conditions de déploiement et nous demandons dans le respect par Enedis et des poseurs, des usagers qui ne veulent pas de compteur Linky chez eux, même si le compteur est à l'extérieur. Et avec police municipale à l'appui si nécessaire. Sauf qu'ils ne respectent pas, encore une fois. Et puis là, c'est pareil, il faudrait que la mairie ou que les usagers fassent pression ou à faire des recours collectifs en justice. Ça coûte encore beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et Enedis est très puissant, a le temps, l'argent et l'énergie. Donc c'est très difficile ça aussi. Donc le mieux, c'est par rapport à l'aspect c'est l'aspect non-déclassement des compteurs. Ouais. Et il faut que les municipalités se positionnent vraiment parce que de toute façon, quand une municipalité réglemente ou délibère contre les points de compteur Linky, évidemment, il va se faire harceler par Enedis, il va se faire harceler par la préfecture, par l'association des maires de France ou l'association des maires du département, etc. Bien sûr, mais bon, il n'est pas tout seul, il y a son conseil municipal avec lui, il y a les habitants avec lui aussi, on voit avec elle. Donc c'est une action collective. Il ne faut pas rester tout seul ou toute seule. Il faut se mobiliser, il faut se regrouper. Et donc, pour en terminer, je disais que signer une pétition, c'est montrer aux élus municipaux qu'il y a une partie de la population en fait, qui refuse ce type de compteur pour tout un tas de raisons. Ils peuvent expliciter. Et quand ils sont pas soutenir leur maire ou leur mairesse, si effectivement elles cherchent à prendre en considération le bien-être de ses concitoyens. Ouais. Et en admettant qu'on n'a pas le compteur Linky, qu'on a le bonheur de pouvoir conserver le compteur bleu, comment ça se passe après pour les relevés les relevés continueront à se faire à pied. Alors, peut-être que dans le futur, ils le feraient payer. Ce serait trop bête logique parce que la relève à pied est déjà payée dans l'abonnement. Et ça sera abordé, même avec le compteur Linky. On peut le transmettre aussi. Ouais. Ça peut se transmettre effectivement ce qui s'appelle le relevé confiance. Oui, tout à fait. Ah oui, bien sûr. Il y a toute la possibilité, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'ils veulent faire des économies de personnel, de salaire et tout ça. Mais enfin, moi, dans mon cas, c'est moi qui travaille pour eux. C'est moi qui leur fournis. Après, on peut trouver, si vous avez un compteur électronique blanc, vous le dites, moi je relie mon compteur électronique blanc à Internet par ADSL, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Hein. Et comment ça se passe quand on dépasse la puissance souscrite? Ça disjoncte comme un disjoncteur? C'est le breaker en fait. Ce que je disais, c'est un breaker, c'est un interrupteur qui, s'il est bien installé, ne coupe que la phase et pas le neutre. Donc le neutre restera alimenté, mais pas la phase. Ça coupe la phase. Oui. Alors par contre, quand c'est une disjonction instantanée comme ça, dû effectivement à un dépassement de puissance, on peut aller remettre le compteur, on peut le renclencher quand même. On peut le renclencher, hein. Voilà, oui, tout à fait. Mais par contre, si Enedis décide de couper le compteur à distance parce que le consommateur est un mauvais consommateur ou pour différentes raisons, là par contre, ce sera une interruption, enfin une ouverture avec blocage. On ne pourra plus renclencher soi-même. Alors on n'entend pas là. Et là, il faut. Voilà. Il faut téléphoner à Grenoble ou à Bordeaux. Donc moi j'ai arrêté mon intervention. Alors, si vous avez des précisions, etc., quels que soient les détails, de la mesure où je saurai répondre, je suis surtout technicien, d'accord. Et voilà, je suis prêt à écouter vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos suggestions. Et c'est intéressant, ce serait intéressant, par contre, on n'a pas droit, mais c'est de l'installer entre le réseau électrique et le compteur. Parce qu'on vérifierait, par exemple, on fait ça, on coupe le compteur Linky, enfin non, on coupe les disjoncteurs général plutôt, et on laisse le compteur Linky fonctionner, et on vérifie effectivement quelle est sa consommation du compteur Linky. Ah, il consomme aussi? Ouais, mais c'est interdit. Je disais, il consomme. Ouais, mais c'est interdit. Alors, Enedis dit qu'il consomme environ 2 watts, mais en fait, il devrait consommer beaucoup plus, peut-être jusqu'à 30 watts, parce qu'il y a une partie électronique. Alors, il consomme 2 watts quand il est au repos, mais par contre, quand il émet des trains d'onde, comme ça le fait par le courant portant en ligne, et l'électronique, là, se met en ordre de marche, et il consomme peut-être entre 20 et 30 watts.
Et c'est payé par le client, parce qu'on a vérifié, effectivement, la mesure se fait côté client. Ça veut dire que l'électronique du compteur sera facturé pour le client. Oui, le fonctionnement du compteur est facturé par le client. Alors déjà, quand on dit 2 watts de consommation permanente d'un compteur, ça correspond à 500 MW en fonctionnement permanent sur le réseau électrique français. Ça correspond donc à une demi-tranche nucléaire, 900 MW par exemple. Alors si c'est effectivement ça consomme 30 watts, eh bien, ça ferait 5 ou 6 tranches nucléaires permanentes. Et c'est payé par le consommateur. Donc ça fait des rentrées de sous à EDF aussi. Ça fait presque 1 kW par jour. Ah ben oui. À 30 watts. Ben oui. Non, mais il y a tout un tas de petites choses comme ça qui me font dire que la surfacturation, elle est bien réelle, quoi. Et oui. Oui, c'est 50% après. Mais ça, dans la propagande, on n'en parle pas, hein, bien sûr. Non, mais il faut voir que le bon aspect des choses. Ben oui, mais surtout pour eux. Oui, leurs copains. À propos des grillages pour protéger les compteurs qui sont sur la voie publique, on risque quoi? Rien? Rien. Alors pour l'instant, Enedis s'en tient à envoyer des lettres vaguement menaçantes aux gens qui justement coopèrent avec le compteur, pour leur dire que c'est pas normal, c'est pas légal, il faut laisser libre accès, etc. Je le répète, dans ces conditions, pourquoi les gens qui ont des compteurs dans leur habitation, ils ne devraient pas être obligés de laisser la maison ouverte aussi, c'est pareil. Hein. La porte ouverte en permanence, parce qu'on ne sait jamais, il faudrait intervenir pour le couper, c'est pareil, c'est la même logique. Et si on laisse une fenêtre pour visualiser l'index de consommation, ou sur les compteurs blancs aussi, avoir juste accès au bouton poussoir, ça suffit largement. Et si les poseurs coupent le grillage, on a quel recours? Le grillage. Ben, si on pose un grillage sur le compteur, bon, bien solidarisé avec notre mur de maison, tout ce qu'on peut imaginer, ils viennent poser le Linky, vous n'êtes pas là. Ben justement, la seule solution là, c'est ce qu'on est en train d'étudier ça sur Castres. On a 14 témoignages de poses abusives au compteur extérieur. Et ben on a l'usage de recours collectif. Mais ça coûte de l'argent encore pareil, c'est toujours une histoire. Alors justement, j'ai envoyé le dossier à Robinetto, je leur ai demandé effectivement, comme ils ont des juristes très compétents sur ce sujet-là maintenant, donc ils vont voir s'il y a des possibilités juridiques pour aboutir facilement. Parce qu'on a beau avoir des dossiers extrêmement robustes, en face ils sont tellement puissants qu'on peut se faire dégoûter. C'est terrible. La justice est extrêmement injuste actuellement. Et j'ai entendu dire aussi qu'au Canada, ils avaient posé des compteurs Linky de façon abusive, mais que le collectif a gagné et qu'on a enlevé les compteurs Linky. Alors, c'est pas des compteurs Linky, ce sont des compteurs communicants au Canada, et qui émettent par radiofréquence. C'est pas des courants porteurs libres. Surtout le contenu américain, ce sont des radiofréquences aériennes, donc c'est encore pire en fait. C'est encore pire. Alors effectivement, au Canada, la législation n'est pas la même. C'est qu'on peut facilement exercer des recours collectifs de grande ampleur. Les gens sont regroupés, effectivement. C'est dans l'Ontario, je crois, c'était Hydro-Québec, la société équivalente à Enedis. Ils ont réussi effectivement à obtenir la dépôt de 100 000 compteurs. Sauf qu'il y a toujours un mais, bien sûr, malheureusement. Dans la réalité, ça ne s'est pas fait, parce que Hydro-Québec leur a dit qu'ils veulent bien enlever les compteurs communicants, mais par contre, ils n'ont rien pour mettre à la place. Parce que les autres compteurs sont plus construits, tout simplement. Et Enedis nous fera la même histoire, hein, c'est pareil. Hein. Alors, imaginez que les 5 millions de compteurs déjà posés pourront être un jour enlevés, pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Non. Mais ils en ont remis un à Albi, je crois. Ils en ont quelques-uns, bien sûr. Mais par contre, ils ne vont pas en fabriquer 5 millions. Hein, non, mais si on garde nos anciens. Ah oui, mais il n'y a pas de souci. Là. Après, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que nos 5 compteurs vont tomber en panne, qu'est-ce qui va se passer? Eh oui. Là, ils le mettront de force. Dans les constructions neuves, par exemple, maintenant, ils imposent systématiquement des compteurs Linky. Ah oui. Ils imposent aussi des compteurs Linky à tous les gens pour des installations photovoltaïques, par exemple. Oui, voilà. Eh oui. Alors que c'est pas légal, ils n'ont pas le droit. Ils s'en foutent. Ils ont la politique derrière eux. Ils ont la politique derrière eux, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont la loi à vous. La loi, et puis ils font la loi aussi. C'est pas que la loi est faite pour eux, c'est qu'ils font la loi. C'est qu'ils font la loi. Ils font les lois. Voilà.
Et là, concrètement, est-ce que ça peut être intéressant de faire un courrier, par exemple, à la mairie, de faire individuellement des courriers à la mairie? Oui, c'est excellent, ça. C'est excellent, bien sûr. Puis la mairie reçoit des courriers de la commune, alors expliquant qu'il ne veut pas ce comptoir Linky, évidemment, ça va faire bouger les élus, j'espère en tout cas. Et quand on fait un courrier collectif à la mairie, est-ce qu'on doit faire la même chose, bien sûr, avec accusé de réception? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Pour Enedis. Donc on a Il ne faut pas attendre la date, il ne faut pas attendre le dernier moment, c'est-à-dire le moment où effectivement Enedis arrive avec ses poseurs. Il faut bien à l'avance, en fait, envoyer des courriers. Pour nous, il faudrait le faire maintenant. Tout à fait. Et à titre informatif, ici, on a imprimé un modèle de lettre à envoyer à la mairie. Et on en a imprimé quelques-uns, donc il y en aura peut-être pas pour tout le monde, mais sinon après on peut vous les envoyer par mail aussi. Et si on s'y met tous, alors à envoyer à la mairie, peut-être que ça va le motiver à... Donc ceux qui veulent peuvent laisser si vous avez une adresse mail et la possibilité d'imprimer, on pourra vous envoyer les modèles. C'est un modèle, après chacun peut faire le sien aussi. Et là c'est juste la lettre pour la mairie. Et on a d'autres modèles pour Enedis aussi. Et les pétitions aussi, surtout. C'est très important, les pétitions. Pétition, il faut qu'on signe tous le même papier. Il faut que quelqu'un passe à un voisin et puis après on passe. Par Internet, moi je l'ai signé par Internet. Alors c'est différent ça. Parce que là, la pétition par Internet, c'est en fait une pétition générale. Mais le problème, c'est que sur Internet, il y a 36 pétitions sur Linky. Il aurait fallu en faire une seule, bien costaud, signée par des millions de personnes, alors que là, c'est 3000, 4000 personnes, c'est pas terrible. Au niveau visibilité, c'est pas top. Là. Et en tout cas, à l'échelle d'une commune, il faut vraiment que ce soit les habitants qui signent. C'est très important. Nous, sur Vabre, on habite, il y a 900 habitants avec les hameaux, et il y a un an et demi, on a réussi à faire signer 250 personnes. Bon, le maire, ça l'a pas tellement boosté. Non, on est que 100, donc peut-être que... Non, mais enfin, il faut voir qu'il faut dire que la situation est grave quand même. Comment? La situation est grave quand même. Bah oui, c'est grave, bien sûr, c'est un choix de société, il ne faut pas perdre tout ça quand même. Hein. Parce que ça, c'est la première pierre de l'édifice. C'est l'esclavage. Il y aura du reste, après, il y a des choses qui vont arriver derrière. Hein. C'est la dictature. Il leur faut ça pour arriver à poser leur modèle industriel et de consommation, consumériste et de service. Il leur faut ce comptoir-là. C'est pour ça qu'ils sont aussi acharnés à le poser. Ah oui. Ils sont prêts à tout pour ça. Le gaz, ça a commencé aussi. Le gaz, ça a commencé, oui, bien sûr. Et l'eau, depuis longtemps. Veolia, ça fait 2-3 ans qu'ils posent des compteurs communicants d'eau. Enfin bon, on a quand même la juxtaposition de trois compteurs communicants déjà par rapport à effectivement l'eau, le gaz, l'électricité, c'est pas rien. Après, ils n'ont pas tous la même nocivité. Hein, c'est un peu parler de... Sur l'eau, quelle information ils peuvent retirer de notre... On n'aura pas grand-chose. Hein. On n'aura pas grand-chose. En fait, leur argumentaire, c'est qu'ils pourraient comme ça détecter des fuites. Bon, c'est pipeau, parce que je ne vois pas comment un compteur communicant peut détecter des fuites. Sauf peut-être par des consommations aberrantes. Voilà. Et en plus il y a différents. Alors, les compteurs d'eau, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs modèles. Il y a des compteurs d'eau qui vont avoir des modèles communicants, donc de radiofréquence, qui vont envoyer des pulsations à l'antenne relais la plus proche assez souvent. D'autres, par contre, qui vont être actionnés que lors de la relève à pied ou avec un véhicule. C'est-à-dire que le système communicant est en veille, et en fait, il sera activé uniquement quand il y aura l'agent qui relève, qui va passer tout ça, une fois par an. Donc ça, c'est pas méchant. Vous connaissez que c'est pilote. C'est le système de gaz, par contre, qui pose question. Parce que là, c'est une radiofréquence qui va émettre à 900 MHz et qui va émettre très fréquemment. Et ce qui est gênant aussi, c'est qu'en fait, effectivement, ces compteurs communicants pour l'eau et pour le gaz, ça suppose des réémetteurs. Ça veut dire qu'en fait, ils vont poser des antennes relais dans les villes et les villages pour réémettre, pour récupérer les données et réémettre. Ça veut dire qu'effectivement, ça va augmenter le nombre d'antennes relais. Et donc, l'exposition électromagnétique. Alors même que le compteur soit dedans, il faut écrire quand même. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. On est à de droit opposable en France. Donc il faut signifier par écrit ce que l'on veut pas, ce que l'on veut.
Donc quand il pose le compteur Linky, il récupère automatiquement les anciens compteurs? Alors, de toute façon, ils le récupèrent automatiquement, ils ne vont pas vous le laisser, c'est sûr. Parce que tout à l'heure, ceux qu'ils en font. On va le prendre. Hein, on va le prendre, on ne va pas le laisser. Il faudrait que la commune y récupère. Parce que ça leur appartient. Alors, c'est ça que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça appartient aux communes. Ouais. Ah ouais. Ce sera la commune de le récupérer. L'idéal, ça serait oui, enfin, c'est l'EDF qui l'a posé. puisse comparer les deux comptages. Pardon? L'idéal, ce serait qu'ils le laissent. Ce serait bien, oui. Ils ne vont pas le faire parce que ça mettrait en évidence peut-être que le comptage. Ça mettrait peut-être facilement en évidence que le comptage Linky n'est pas très performant, justement. Mais en tout cas, des avantages, surtout eux, mais pas les consommateurs. Ah. Le G3, il verminderen que le parce que chez le premier compteur Linky, il y a beaucoup de gens qui payent plus de... Oui, ça peut arriver aussi, oui. Aussi avec le G3. Pardon? Aussi avec le nouveau. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a plusieurs cas comme ça de surfacturation. Mais ça lié aussi au fait, quand je vous parlais que les poseurs souvent inversent la phase et le neutre quand ils posent le compteur, ça peut provoquer des surconsommations excessives aussi, ça, parce que la mesure est faussée. Donc la mesure est aberrante à ce moment-là. Il y a beaucoup d'autres raisons aussi. Notamment parce que les appareils électriques ont tendance, en présence d'un courant porte-ligne avec une fréquence qui les perturbe, ont tendance à surconsommer. Il y a tout ça. Hein. Et s'il y a déjà des compteurs Linky sur la commune, est-ce qu'elle peut refuser? C'est le compteur est posé, il faut poser. Ouais. C'est difficile, hein, parce qu'en fait, le refus, il faut le faire avant. C'est trop tard. Oui, bien sûr. Non, mais il veut dire aussi... La commune peut la commune, elle peut, bien sûr. Oui, oui. Même s'il y a déjà un compteur posé sur la commune, un ou plusieurs. Oui, ça n'empêche pas ça. Oui. Pardon? Non, il y a des gens de Broquiès qui voudraient faire une pétition, qui voudraient aller voir la mairie, et la mairie de Broquiès ne s'est pas prononcée, mais va recevoir. Alors c'est ça qui est étonnant aussi, il y a le directeur Enedis qui prend rendez-vous à la mairie, qui va aller faire la promotion de son compteur, expliquer à la mairie que c'est obligatoire et qu'il faut l'accepter, et que donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire Enedis, mais d'habitude ça se passe comme ça. L'idée que les gens avaient à Broquiès, c'était de dire on peut au moins aller à la mairie en disant quand ce promoteur Enedis vient, on veut être là et invitez-nous pour qu'on soit là à la réunion et qu'on dise à ce promoteur Enedis, là, cet intervenant Enedis, qui nous entende et qui sache qu'on n'en veut pas et qu'on appuie la mairie, que la mairie, elle fera ce qu'elle voudra. On ne sait pas ce que fait le maire de Broquiès, hein, parce que c'est comme disait Patrice, les maires, ils courbent la tête et amen. Hein. Mais il y a des gens de Broquiès qui cherchent comment faire pour intervenir, parce que c'est quand même étonnant que Enedis envoie son directeur de la communication ou son directeur tout court au conseil, enfin voir le maire et lui prêcher la bonne parole et le convaincre. Et donc il va dire au maire, je suis déjà allé à des réunions où il y avait le directeur Enedis qui était là. Et